Bienvenue dans Big Boss. Nous allons parler éducation aujourd'hui. Éducation et nouvelles technologies, puisque l'un des fondateurs de WooClap est avec nous. Sébastien Leb, bienvenue. Bonjour. Donc vous êtes même cofondateur de WooClap, mais également administrateur délégué de votre entreprise. Alors spécialisé dans l'interaction en auditoire, votre start-up est née en 2015, parce qu'il paraît que vous ennuyiez beaucoup à l'école. C'est vrai ça? Effectivement, à l'école, en secondaire, je m'ennuyais un peu. J'avais du mal à rester sur les bancs de l'école de 9h à 16h. Mais plus spécifiquement à l'université, c'est vrai que Jonathan, donc mon cofondateur et moi, on a eu pas mal de frustration parce qu'on trouvait qu'on était dans une posture extrêmement passive. On a fait des études d'ingénieur à l'école polytechnique de Bruxelles qui fait partie de l'ULB. Et c'est vrai qu'on était dans une posture très passive, très difficile pour nous de poser des questions au professeur. Très difficile de lui dire tout simplement qu'on ne comprenait même pas ce qu'il était en train d'expliquer. Alors dans les études d'ingénieur, c'est des cours souvent assez techniques. Donc si vous perdez le fil, en fait, c'est très très difficile de récupérer par la suite. Donc on a fini par ne plus aller beaucoup en cours. Et imaginez votre entreprise aujourd'hui. On va en parler aussi avec Paul Gérard qui est avec nous. Bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de l'Écho et puis cofondateur de Big Boss, on peut le dire. Alors des entreprises comme WooClap, c'est inspirant, Paul? Ce qui est intéressant, c'est de voir, on a déjà eu le pitch là, avec Sébastien qui nous explique que depuis l'éternité, on va sur les bancs de l'école ou de l'UNIF et puis on a toujours fait d'une certaine manière. Et puis à un moment donné, on peut se dire, au fond, si on faisait autrement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus contemporain, de plus interactif. Mais de là en faire une entreprise, il y a un gap quand même, ça pourrait être... Ça s'appelle l'esprit d'entreprendre. C'est ça qui est chouette. Ouais. C'est qu'on part d'une réalité existante, puis on se dit, on va la transformer. Le digital, les capacités numériques permettent de faire bouger les lignes. Et puis à un moment donné, il y a 2-3 jeunes qui se lancent, qui louent un bureau de combien au départ? Peut-être 3 mètres carrés. Et j'en sais rien, je dis ça pour l'exemple. Oui, il nous avouait que c'était dans les caves, quasiment. C'est pas dans les caves, c'est pas dans les caves. Et donc, ce qui est chouette, c'est de voir qu'il n'y a pas de sujet qui n'évolue pas. Il n'y a pas de matière qui soit figée pour l'éternité. Et c'est ça, entreprendre, c'est avancer, c'est progresser, c'est chercher, se planter, se relancer. Je trouve que ça met en appétit, en tout cas. Alors, puisque ça met en appétit, je vais encore vous demander de patienter un peu, parce que moi, je voudrais en savoir plus sur vous, sur votre personnalité. On va écouter quelqu'un qui vous connaît bien. C'est Hélène Leb, votre petite sœur, qui a accepté de nous livrer quelques secrets de famille. On l'écoute, on en parle juste après. Il y a encore 2 autres frères. À 4, on était assez complices, mais comme tous les enfants, on se chamaillait aussi pas mal. D'assez gros caractère. Pour les jeux, etc., il prenait souvent le lead et il avait toujours plein d'idées, parfois un peu plus farfelues que d'autres. Surtout très énergique et toujours plein d'idées aussi. Sébastien est plutôt du type sportif. Il adore regarder le foot, il aime aussi jouer au foot, il adore skier aussi. Il a peut-être parfois un peu de mal à déléguer dans la vie de tous les jours. Forcément, quand on a accroché un projet comme ça, c'est pas toujours évident de déléguer. Parfois, le fait qu'il est vraiment très très concentré et que c'est parfois difficile de sortir de sa bulle. Énergie, dynamisme, passion, c'est un réel entrepreneur et ça l'a toujours été. C'est toujours très très bien s'entourer. Il avait écrit un Skyblog avec un ami qui s'appelait Illusion d'optique. Il devait avoir quelque chose comme 13 ans. C'était des images d'illusions d'optique et ils ont fait plusieurs centaines de milliers de vues, ce qui à l'époque était énorme. Énorme pour votre sœur en tout cas. Le Skyblog, c'était votre première approche des technologies quand vous aviez 13 ans? Déjà fan? Oui, peut-être. Après, c'était pas ultra technique encore à ce moment-là, Bien puisque sûr. Skyblog, c'était assez facile à configurer. Mais j'avais fait ça avec un ami, effectivement, on s'était dit qu'on allait faire un Skyblog sur les illusions d'optique, parce qu'on n'avait pas forcément envie de mettre des photos de nous. Et puis on avait déjà à ce moment-là trouvé quelques petits hacks qui nous permettaient d'avoir un certain nombre de visiteurs. Et puis en fait, ça a très bien pris. Et effectivement, on a eu plusieurs centaines de milliers de visiteurs sur un mois. Et on faisait partie du top 2, je crois, ou top 1 même. Wow. Les Skyblogs les plus visités. On était très fiers à l'époque. J'imagine. Alors, foot, amateur de foot, alors la question s'impose. Union Saint-Gilloise ou Anderlecht? Je suis plutôt foot étranger, je regarde plus tellement le foot belge. Même si quand j'étais gosse, j'étais plutôt pour Bruges, parce que mon père est brugeois. D'accord. Il était supporter du club de Bruges, qui performe très bien d'ailleurs en Ligue des Champions cette année. Donc plutôt Bruges en Belgique, même si je regarde plus tellement le football belge. Alors votre sœur, on l'a vu, il se fait qu'elle est aussi dans l'entreprise depuis 2 ans et demi. Il m'a confié que vous aviez été la chercher et puis finalement vous l'avez gardée. Travailler en famille, c'est pas toujours simple. Est-ce que
Pour vous, ça a été quelque chose d'évident ou vous devez parfois un petit peu batailler pour mettre de côté le côté famille et le côté business professionnel? Non, au final, ça a été relativement simple. Elle devenait venir pour une mission de 3 mois. Finalement, elle est restée plus de 2 ans et demi. Et heureusement qu'elle était là d'ailleurs. Non, mais ça s'est plutôt très bien passé. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec elle en direct. Et pour la petite histoire, il y a mon frère aussi, mon plus jeune frère, qui a travaillé pour WooClap également. Lui, c'était un des premiers employés. Il est arrivé, on devait être 7-8, quelque chose comme ça. Il est resté jusqu'à peu, donc il a vu la croissance de l'entreprise aussi, donc à un moment donné on était trois dans la boîte. Alors vous l'avez dit, une croissance incroyable, aujourd'hui il y a une 60aine d'employés qui travaillent pour WooClap. 7 ans plus tard, plus d'1 million d'enseignants à travers le monde utilisent votre plateforme pour redynamiser leurs cours en auditoire. Vous touchez à peu près 10 millions d'étudiants, je pense, si je ne m'abuse, voire plus aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup plus que ça, c'est plusieurs dizaines de millions d'étudiants, et je pense qu'on a 1,5 million de professeurs formateurs voilà, donc aujourd'hui. Ça augmente sans cesse. Alors avec Frédéric Dehaenaut et Laurence Pacciarelli, nous sommes allés à leur rencontre, on regarde et on en parle juste après. Donc je vous propose de vous connecter soit avec le QR code, soit avec l'URL. Un QR code et des smartphones qui sortent des poches. Et pourtant, nous ne sommes pas dans un cours d'informatique. Ces élèves sont de futurs infirmiers qui assistent à un cours de méthodologie de la recherche. 2 heures de statistiques sur tout un cursus, c'est pas grand-chose. Et une de mes collègues m'a dit, en fait, tu as 2 heures pour susciter le désir pour les stats. C'est un sacré challenge, donc je cherchais un moyen de rendre ça attractif, de les mettre un peu au travail, mais différemment. Et j'ai entendu parler de WooClap. Pourquoi est-ce qu'un infirmier a besoin de gestion de projet? Pourquoi est-ce que c'est utile pour notre profession? En quelques clics, ce professeur a créé une série de questions qui lui permettent non seulement de revoir la matière, mais aussi de vérifier si les élèves l'ont bien assimilé, et ce de façon anonyme. Je vois que vous likez. On a des auditoires qui sont parfois des auditoires de plus de 100 personnes. C'est pas évident de pouvoir avoir des échanges avec l'ensemble des apprenants en ce moment-là. Je trouve que WooClap, ça nous aide à leur donner la parole, les mettre au travail, les faire participer, échanger avec eux. On voit que 5 personnes ont travaillé les fondamentaux de la gestion de projet. On en a 7 qui ont fait les 2. C'est assez spécial parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser son téléphone dans un cours. On essaye d'éviter au mieux d'utiliser nos téléphones pendant les cours, mais ici c'est vraiment pour une utilité pédagogique. C'est comme des petits jeux et ça permet d'ancrer différemment la matière dans sa tête. Ça, c'est intéressant pour moi de voir où vous vous situez. Visiblement, le SWOT pose plus de problèmes et c'est ce que je constate chaque année. C'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre. Seule contrainte, le GSM doit être bien chargé et le Wi-Fi parfaitement connecté. Il n'y a pas de Wi-Fi. Ah, c'est chouette. Et la Haute École Léonard de Vinci est loin d'être la seule à utiliser WooClap. C'est depuis ses bureaux situés à Etterbeek qu'une équipe d'une 60aine de personnes pilote la plateforme éducative et répond aux questions des utilisateurs. Nous avons environ 1 million d'utilisateurs et dans les profils de ceux-ci, on a 2 typologies de clients, je dirais. D'un côté, nous avons les enseignants et aussi les formateurs qui peuvent s'inscrire sur WooClap de manière gratuite et éventuellement acheter une licence avec plus de fonctionnalités qui peut aller de 84 € à 300 €. Et puis de l'autre côté, nous avons aussi des universités donc, qui souscrivent à des licences campus pour l'ensemble de leur établissement. Aujourd'hui, une dizaine de développeurs web travaillent à faire évoluer l'outil technologique. De la conception jusqu'au testing final, les nouvelles fonctionnalités passent toutes entre les mains de Thomas. Les cours que les enseignants donnent avec WooClap, ça génère des données qu'on récupère. Et donc il y a différents usages. Notamment, on donne ces données, on les restitue après à l'enseignant pour qu'il puisse, lui, voir comment le cours s'est passé, quel est le pourcentage de bonnes réponses, quel est le niveau de compréhension des étudiants. Il peut aussi partager depuis l'outil cette information aux étudiants qui peuvent donc avoir un rapport individualisé. Une équipe qui, depuis 2 ans, a développé le petit frère de WooClap, baptisé WooFlash. Surtout que légender une image, ça va être bien pour dermato. Ah oui. Dans leur cote de Lucé-Louvain, ces 2 étudiantes en médecine préparent leur révision. Il y a des nouvelles fonctionnalités sur WooFlash là maintenant que je viens de voir qui permettent par exemple de légender des images, etc. Donc c'est vrai que pour nos cours par exemple de dermatologie, d'anatomie, c'est vrai que ça peut être super pratique. L'an dernier, Joe a ainsi généré pas moins de 5 programmes de révision sur la plateforme. C'est vrai que je prends du temps à créer le WooFlash, mais moi ça me permet d'étudier mon cours, c'est pas du temps perdu et je l'aurais fait de toute façon. Un bon moyen, selon elle, d'éviter l'étude superficielle. Et ici, je crée ma première question. Et là, on a plein de choix, donc soit des QCM, des textes à trous, des associations, légendes d'images, etc. À chaque fois, ils vont nous montrer si on a raté beaucoup de questions, lesquelles on a raté.
voilà, on voit vraiment comment est-ce qu'on avance dans le cours. Ce que je trouve chouette ici avec WooFlash, c'est que, on peut partager. Ça, c'est quand même... parce que bêtement, moi, j'en fais, mais je prends aussi ceux des autres, donc c'est un peu donnant-donnant, ça, c'est chouette. Et ce qui est pratique aussi, c'est que les gens peuvent corriger nos WooFlash. Hello, Kevin. Retour au siège de WooClap, où le déploiement de cette pédagogie interactive se poursuit et se traduit aussi en plusieurs langues pour garantir sa portée internationale. On a beaucoup travaillé sur l'expansion internationale, c'est une de nos priorités. Et on va notamment donc se déployer un petit peu vers l'Italie, l'Espagne, avec lesquels on a déjà pas mal de partenaires. On a récemment aussi un de mes collègues qui s'est focalisé sur le Canada. On a beaucoup de traction là-bas, donc ça se passe plutôt bien. Aujourd'hui, WooClap est utilisé dans plus de 150 pays à travers le monde. On pourrait dire une success story, un mot fort à la mode, mais c'est vrai que c'est incroyable l'expansion. Et je me demandais si la crise Covid avait été un booster à un moment donné, parce qu'on pourrait croire les cours en ligne, bon voilà, mais ici, est-ce que effectivement ça a été une opportunité pour vous, pour développer WooClap ? Oui, c'est vrai que WooClap avait été créé pour le présentiel à la base, puis on a vu pendant le Covid que ça fonctionnait aussi très très bien à distance, et qu'en fait nos plateformes, que ce soit WooClap ou WooFlash, permettaient d'assurer la continuité pédagogique. Et donc oui, ça a très très bien fonctionné. Et je pense qu'effectivement, de manière générale, les entreprises et tech ont une croissance importante pendant les confinements. Vous êtes focalisé sur le monde académique, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous évoluez, vous vous ouvrez à d'autres secteurs ? Donc effectivement, nous, on s'est focalisé sur l'enseignement supérieur à la base, puis on voit que ça c'est beaucoup utilisé aussi dans les écoles, qu'on appelle K12 à l'international, donc les collèges, lycées, secondaires, etc. Et puis aussi utilisé par des grandes entreprises, des gouvernements, puis des organismes de formation. Oui, il n'y a aucune raison de se limiter finalement au monde de l'éducation. L'interaction, les réunions en grand groupe ou en groupe moyen, c'est commun, on en trouve partout. Et finalement, si on peut éviter... Il y a une phrase d'une étudiante dans le reportage qui est géniale, d'ailleurs, je trouve qu'il situe très bien en image ce que c'est, qui dit... J'essaie comme ça, de toute façon je l'aurais fait, mais j'évite l'étude superficielle, où c'est plutôt vous, Marie-Noëlle, qui le signalez, mais c'est vraiment ça, mais la tension superficielle dans des réunions, c'est la même chose, il y a ça partout finalement. Ouais, ici je pense que l'étudiante, elle parlait de la plateforme WooFlash, qui est un peu différente, on pourra y revenir, mais effectivement WooClap est utilisé aussi bien pour les cours en amphi que pour des réunions, des workshops et des conférences. Et l'idée c'est d'arrêter d'avoir... une personne qui transmet de l'information ou son savoir avec des apprenants ou une audience qui l'écoute de manière passive, mais au contraire, c'est de se dire que l'audience va participer activement, va répondre à des questions et va du coup beaucoup mieux assimiler les informations qui sont transmises. Un petit mot sur votre équipe. Vous êtes, ingénieur, on a vu pas mal de web designers, de gens qui sont dans la haute technologie, mais est-ce qu'il y a des pédagogues parmi vous ? Parce qu'on parle quand même d'un outil technologique qui est destiné à l'éducation. Est-ce que dans votre équipe, vous avez des pédagogues ? C'est une excellente question. D'ailleurs, ici, c'est des développeurs qu'on a vus. Il y a effectivement aussi des designers. Je pense que vous avez cité une dizaine de personnes. En fait, je pense qu'ils sont plus proches de 20 personnes. C'est un tiers de l'équipe consacrée aux produits directement. Et pour répondre à votre question, en fait, nous, on est dans une dynamique de co-construction. Donc, nos plateformes, on les a co-construites avec les universités, avec les ingénieurs pédagogiques, avec les professeurs. Donc, même si on n'a pas de pédagogue ou d'ingénieur pédagogique en interne, en fait, toutes les fonctionnalités et les dispositifs pédagogiques ont été conçus directement avec les utilisateurs et les professeurs. Et donc sont avalisés comme ça par on va dire, le monde de l'enseignement et les enseignants. Oui, très clairement. Nous, on a fait ça pour être sûr de répondre à leurs besoins. Et je pense que c'est la manière la plus adéquate de fonctionner. On parlait aussi de votre expansion à l'étranger. Je crois que votre outil fonctionne à peu près dans 7 langues. Quel est le marché le plus porteur aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes fort implanté en Belgique, on l'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres marchés aujourd'hui qui supplantent la Belgique ? On a commencé en Belgique, puis on a eu cet effet boule de neige, parce qu'on a eu une très très bonne relation avec les universités et les professeurs avec lesquels on travaillait. Donc les autres établissements sont venus nous voir, puis on s'est étendu en France, où on a une très très forte traction également, avec un marché qui est beaucoup plus grand que le marché belge. Donc aujourd'hui, le marché français est effectivement notre plus gros marché. Et puis je pense que c'est Victoire qui le disait, l'attraction en Italie, en Espagne, on a des superbes références et on commence à avoir cet effet boule de neige également. Et puis ça a été dit, mais des utilisateurs dans 150 pays et donc des universités d'un peu partout qui nous contactent pour déployer WooClap au sein de l'établissement. On sent que vous voulez vous développer à l'international et en même temps être le leader du marché en Belgique. Est-ce que c'est pas un peu incompatible ? Non, je pense pas. Pourquoi ?
parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Vous êtes une 60aine aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas agrandir l'équipe? C'est une bonne question, mais je pense que la Belgique a un petit marché. C'est peut-être une chose que j'avais sous-estimée en tant qu'entrepreneur au début, à quel point le marché belge est petit, notamment comparé au marché français. Nous, on a décidé de se focaliser plus prioritairement sur l'Europe dans un premier temps, avant de s'étendre vraiment à l'international en déployant des efforts. Maintenant, on a un produit qui est extrêmement viral, puisqu'en fait, quand vous utilisez WooClap, vous l'utilisez avec une audience. Ça veut dire que votre audience, tout de suite, utilise votre produit, le connaît et peut l'utiliser de son côté également. Et ça, plus lié au fait qu'on a une excellente réputation, d'excellentes relations, et le fait qu'on participe également à des événements, en fait, ça fait qu'on a un effet boule de neige qui nous permet d'avoir des utilisateurs dans plus de 150 pays et des universités qui nous contactent de manière totalement organique au Canada, à Singapour, Israël, etc. C'est une histoire qui roule. On entend bien qu'il y a beaucoup de très positifs à la chose, et tant mieux. Hein. Mais Sébastien Leb, s'il y avait un risque majeur, quel serait-il? Quel est le défi ou le point compliqué qui s'annonce à l'horizon pour vous? Parce que gérer une boîte, c'est aussi anticiper les risques. Oui, non, bien sûr, des risques, effectivement, il y en a toujours dans une entreprise. Moi, je pense notamment à un risque d'infrastructure. Ici, on parlait d'1,5 million de professeurs et de formateurs qui utilisent WooClap, des dizaines de millions d'étudiants. Ça génère beaucoup de data. Il faut être sûr que l'infra tienne, d'autant plus que WooClap, c'est du temps réel. WooClap, c'est utilisé pendant un cours, c'est utilisé pendant une conférence. Si on a vu, le Wi-Fi peut lâcher. Voilà, c'est peut-être un problème. La stabilité de l'infrastructure ou la capacité de l'infrastructure. C'est indépendant. C'est un vrai sujet. Déjà, de notre côté, il faut que ça tienne, parce que c'est assez lourd. Donc, on a énormément travaillé là-dessus et WooClap est extrêmement performant. Mais effectivement, Mais vous êtes dépendant de tiers. Le Wi-Fi, il marche ou il marche pas. S'il marche pas, c'est tout de suite... Donc là, je parle de notre infrastructure à nous. Et puis, effectivement, après, il y a l'infrastructure de l'établissement des utilisateurs. Le Wi-Fi, vous en avez parlé, bien qu'il s'améliore dans les établissements aujourd'hui, mais quand on a commencé en 2015, c'est vrai que le Wi-Fi n'était pas toujours exceptionnel dans les universités. Et donc, on avait lancé une option SMS. Donc, les étudiants pouvaient même répondre par SMS si le Wi-Fi n'était pas suffisamment bon. Et après, c'est des leviers qu'on a pu, des contraintes qu'on a pu lever. Alors, oser voir grand pour votre business, c'est quelque chose qui vous sonne à l'oreille, je pense. Pas du tout, vous voulez en venir. Cette fois-ci, l'écho n'est pas venu avec un chiffre, mais avec un clip. On en regarde un extrait, on en parle juste après. Hey, je connais pas de victoire sans le risque. Des témoignages, j'en ai plus 10. Je connais des sœurs dans le cosmétique, je connais des frères qui vendent des disques. Écoute, le temps c'est de l'argent, donc t'investis quand t'agis. Hey, l'opportunité vient que quand tu bouges pour tes envies. Personne fera les choses à ta place. Rien n'est trop tard, peu importe l'âge. Tu sais ce qu'il faut pour briser glace. Il faut du cœur et du courage. Rien n'est impossible, j'ai une idée, je monte le bis. C'est pas facile, faut qu'on se le dise. On est filmé, on casse les portes, on fait un cheese. Si tu veux gagner, faut pas avoir peur de l'échec. Si tu veux ta place, n'attends pas, faudrait que tu t'y mettes. Prends tes rêves en main au lieu de vouloir te prendre la tête. Y'a que le temps qui s'achète pas, pourquoi vouloir en perdre? Si tu veux gagner, faut pas avoir peur de l'échec. Alors, Paul Gérard, rédacteur en chef de l'Écho, on se met au rap maintenant? Oui, ça en a surpris plus d'un. Tant mieux d'ailleurs. Oui, merci à Crazy. D'ailleurs, on l'a contacté pour lui parler de cette opération qu'on vient de lancer qui s'appelle donc Yaka, avec un gros point d'exclamation, et qui est une invitation à booster l'esprit d'entreprendre, aussi bien en Wallonie qu'à Bruxelles, d'ailleurs, en Belgique francophone. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a tous les ingrédients sont réunis, en fait. Et on en a un très bel exemple avec vous. C'est que des têtes bien faites, ça existe. Il y en a plein. De l'argent, il y en a. Alors, on sait que la période est compliquée. Néanmoins, des ressources et des moyens, notamment financiers, il y en a. Disponible pour les bonnes idées. Et il y a aussi cette nouvelle génération d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, parce que c'est aussi une histoire de femmes, de plus en plus, de faire du business, qui est là et qui pense avec un autre logiciel, probablement que celui qu'on connaissait avant. Et vous l'avez bien dit, au départ, penser belge, ça n'a pas beaucoup de sens quand on propose quelque chose qui peut très bien marcher aussi ailleurs, en France, au Canada, n'importe où. Vous avez cité Singapour, enfin d'autres zones. Il y a cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui ne voit plus de limites, pour qui le mot ambition n'est pas un gros mot, et qui se dit, depuis Namur, depuis Liège, depuis Bruxelles, depuis Charleroi, depuis où on veut, on peut très bien casser la baraque si on a le bon produit ou le bon service. Ça, c'est en train de changer. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec... Bon, ça, c'est un fait. Vous voulez le mettre en avant? Qu'est-ce que vous voulez apporter? C'est en train de venir. Je pense que ce qu'on veut faire à l'Écho,
parce que c'est notre ADN éditorial, c'est aider ces entreprises nouvelles, en général à croissance rapide, à passer la surmultiplier. Parce qu'à un moment donné, elles butent sur des problématiques qui sont souvent les mêmes, c'est-à-dire, à un moment donné, elles deviennent trop grandes pour les petites, mais elles sont encore trop petites pour les grandes, et alors elles se trouvent dans dans une zone grise où on ne sait plus trop vers qui se tourner, les interlocuteurs ne sont pas évidents à trouver, les moyens changent aussi, parce qu'à un moment donné, il faut mettre vraiment au pot, comme on dit, pour passer une barre importante. Vous vous retrouvez là-dedans, Sébastien, quand Paul explique ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'ambition de s'étendre à l'international. C'est vrai que, notamment sur le web, on n'a pas forcément cette contrainte géographique dans un premier temps, comme ça peut être avec le cas d'industriels, par exemple. Et sur les levées de fonds et sur le fait d'avancer, d'évoluer, c'était compliqué pour vous aussi ? Mais non, je pense qu'il y a de plus en plus facilement moyen de trouver de l'argent. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des écosystèmes qui bougent beaucoup plus que la Belgique. Par exemple, à nouveau, la France, avec un marché qui est beaucoup plus grand et où il y a eu énormément de choses qui se sont passées récemment. Bon, il y a l'Allemagne, évidemment, et les UK également. En Belgique, ça bouge, mais je pense que ça pourrait bouger encore. Ça pourrait aller plus vite et c'est ça qu'on veut faire. Ce qui manque, c'est l'écosystème dont on a parlé. Et la France est un bon exemple. Il y a 15 ans, la French Tech, ça n'existait pas. Le mot même n'existait pas. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Macron, pas tout seul, mais qui a donné une impulsion et qui a décidé, on ne va pas rester comme des nains dans un monde qui est en train de bouger. La France n'est pas un pays sans ressources. On doit prendre notre place sur le terrain technologique aussi. Et 10 ans plus tard, je ne sais même pas s'il a fallu 10 ans, la French Tech, c'est une réalité. C'est un vrai écosystème avec des gens qui se connaissent, qui se financent, qui partagent des enseignements les uns les autres. Et ça, il n'y a pas encore en Belgique, francophone en tout cas. En Flandre, c'est déjà plus avancé. Et donc, on s'est dit, mettons les uns avec les autres et faisons en sorte qu'ils puissent apprendre les uns des autres parce qu'on ne se connaît pas encore vraiment bien. Je constate dans les contacts avec les uns et les autres qu'ils devraient un jour se connaître, se mettre ensemble, travailler ensemble, mais ce n'est pas encore le cas. Donc ce qu'on veut être, c'est cette plateforme sur laquelle les entrepreneurs, notamment tech, mais des entrepreneurs avec de l'ambition, puissent les concrétiser parce qu'ils sont ensemble et parce qu'ils apprennent des erreurs commises ou rencontrées par d'autres avant eux. On veut leur proposer de gagner du temps pour devenir les leaders dans leur domaine, là où il y a l'ambition. Et ça manque dans votre milieu, ces moments où on peut partager avec d'autres. C'est quelque chose vous n'avez peut-être pas le temps non plus de prendre le temps. Le temps qui manque un peu. Il y a des réseaux comme le réseau Entreprendre qui sont très bien à Bruxelles, mais qui sont extrêmement complémentaires avec la démarche ici de Yaka. Donc moi, je pense que ces initiatives sont toujours très bonnes et qu'il faut absolument les soutenir. Alors, on va poursuivre cette émission et peut-être que ça va vous parler aussi parce que Yaka, il faut aussi parler de l'énergie. On va regarder ces images. En fait, Brussels in the Dark, ça vous dit quelque chose ? Bruxelles dans le noir ? C'est une opération qui s'est déroulée le week-end dernier. Une quinzaine de restaurants ont décidé de ne plus utiliser d'énergie pour tirer la sonnette d'alarme sur la crise énergétique. Alors, ces images ont été tournées dans un restaurant à Saint-Gilles et je vous propose d'écouter Emmanuel de Robiano. C'est le gérant du restaurant. Nous, nos factures énergétiques ont pris 300%. Donc on a triplé le prix de notre facture, tout simplement. Depuis un mois maintenant, elles sont passées de 600 à 1900. Donc c'est une charge conséquente et qu'on ne pourra pas absorber en ne changeant rien. Alors, la crise de l'énergie, est-ce que ça concerne aussi WooClap ? Est-ce que vous aussi, vous êtes inquiet aujourd'hui, Sébastien Leb ? Je pense que ça concerne tout le monde, aussi bien les entreprises que les particuliers. Nous, on le voit avec l'indexation des salaires notamment. Après, c'est vrai que nous, on n'achète pas de matières premières, on n'a pas de stock, on n'a pas d'entrepôt, donc je pense qu'on est beaucoup moins impacté que d'autres entreprises. Mais vous générez des datas. On génère de la data, effectivement, où il y a les coûts de serveurs, etc., ouais, qui peuvent augmenter un peu, mais c'est pas significatif par rapport à nos revenus. Et ça, c'est pour la partie coût. Par contre, pour la partie revenus, justement, c'est vrai que nous, la majorité de nos clients, ce sont des universités ou des établissements du supérieur, dont la facture énergétique augmente très fortement. Il y a d'ailleurs des universités maintenant, notamment en France, qui ont annoncé qu'elles allaient fermer pendant plusieurs semaines cet hiver. Et donc effectivement, il y a un vrai sujet de ce côté-là. Après, comme on l'a dit juste avant, avec les lockdowns dus à la crise du Covid, nos plateformes, WooClap et WooFlash, ont permis d'assurer la continuité pédagogique
Et donc, a priori, pour nous, ça devrait... Ça ne devrait pas freiner votre activité. On espère que non. Après, on verra ce qui se passe dans les prochains mois. Ben, évidemment, on a toujours différents scénarios qui sont prévus. Après, à nouveau, nous, on va continuer à collaborer avec les professeurs et les établissements du supérieur, comme on l'a toujours fait, pour trouver des solutions et les aider à faire en sorte que la qualité de l'enseignement soit toujours la meilleure possible. Et ce qui est impressionnant, c'est quand même ce que vous venez de mentionner, c'est que l'achat par vos clients doit peut-être devenir un point d'interrogation. Peut-être des entreprises ou des universités qui y seraient bien passées, mais qui se sont peut-être dit on va voir. Parce que pour le moment, l'incertitude est quand même assez monumentale. Et donc, on peut extrapoler ce phénomène-là. Il est partout dans le business aujourd'hui. Toutes les entreprises sont en train de se demander comment elles vont boucler leur budget 2023, comment est-ce qu'elles vont continuer à investir alors qu'il y a des indexations de salaires qui arrivent et qui seront massives en janvier, alors que la facture d'énergie est ce qu'elle est. Donc à un moment donné, c'est une couche en plus de défis pour un entrepreneur. Après, peut-être un avantage qu'on peut avoir dans notre entreprise, c'est qu'on a des relations de très longue durée avec nos clients, on les appelle nos partenaires. En fait, les universités, c'est souvent des contrats de plusieurs années. Donc, on a l'occasion de voir venir aussi. On a une rétention nette qui est exceptionnelle, qui est au-delà de 115%. Donc, de ce côté-là, je pense que on peut prévoir le coût. Après, c'est clair qu'il y a énormément d'incertitudes. Et à nouveau, il va falloir être très, très agile et continuer à piloter l'entreprise. Nous, la manière dont on agit, c'est qu'on a certains ratios qu'on suit très régulièrement. Et puis, on pilote l'entreprise en fonction de ça. Et ça nous permet de s'assurer d'avoir une trésorerie qui est stable. On n'est pas une start-up ou une entreprise qui vit sur les levées de fonds. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça nous rassure beaucoup. Très bien, restez agiles tous les deux, messieurs, et vous aussi qui regardez Big Boss, puisque l'émission se termine, mais on revient le mois prochain. Merci à tous les deux. À bientôt. Merci beaucoup.